Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc aujourd'hui, comme tous les jours, on va se faire une analyse de projet. On va aller sur un projet qui m'a été proposé en commentaire il y a quelques jours. Il s'appelle IoTeX. Du coup, bien évidemment, avant, j'ai fait des recherches pour voir si c'était intéressant. J'ai estimé que oui, du coup, j'ai fait mon étude habituelle et je vais vous proposer ça en vidéo aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, on va faire une présentation du projet, on parlera ensuite de la technologie et des produits, et il y a des choses sympas à dire. On parlera tokenomique, pour voir si c'est intéressant au niveau du token et de l'émission, pour voir un peu ce qu'ils ont fait avec ça. On fera un rapport général sur les forces et les faiblesses qu'en tout cas j'ai décelées, et on terminera sur une analyse graphique pour voir si c'est intéressant d'acheter, ou en tout cas s'il y a des zones d'intérêt pour les gens qui voudraient acheter ce token-là. Donc on est parti. Donc IoTeX, ça valait 0,029 $ au moment où j'ai fait la capture d'écran. 138e position, environ 280 millions pour la capitalisation et des volumes autour de 10 millions de dollars, donc vraiment pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup pour le coup, très peu échangé. Un token qui manifestement n'intéresse pas énormément de monde dernièrement. Au niveau du coup du projet en lui-même, c'est un fournisseur du coup de services et de produits, et c'est important, il y a vraiment des produits, on ira voir ça ensemble. IoT, donc IoT c'est tout ce qui touche aux objets connectés, hein, donc IoT c'est Internet of Things, et qui fonctionne du coup avec sa propre blockchain. Donc ça vous rappellera certains projets dont on a parlé la semaine dernière, sauf que dans le cas présent, il n'y a pas de système d'IA, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc l'intérêt de l'IoT, ça va être l'optimisation de l'efficacité de certains services. Moi, je pense que ça peut être très utile dans le cas, par exemple, de la livraison et de tout ce qui touche à la supply chain. Donc, comment est-ce qu'on approvisionne, en fait, les différents éléments pour les entreprises, pour les clients, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est aussi de supprimer un certain nombre d'intermédiaires autant que possible, ce qui permet d'être plus efficace, donc plus rapide, et en plus, qui en théorie coûte moins cher. Donc, c'est vraiment une idée d'optimisation, et ça marche bien pour les entreprises. Au niveau de l'historique, le projet existe depuis 2017. Notez que le token a été listé en 2018 et qu'ils ont permis du stacking depuis 2020. Donc, il y a un peu une utilité du token depuis 2020. On va voir si ça se représente sur la courbe. L'ICO, ils ont levé 20 millions de dollars, donc c'est pas trop mal. Ils ont des partenariats à droite à gauche. On verra qu'en fait, ils développent surtout leur propre blockchain avec du coup plein d'applications qui se créent dessus. Et donc c'est aussi à ce niveau-là qu'il y a pas mal de partenariats. On est autour de 190, je crois, au moment où je fais la vidéo. Mais là, c'est plus forcément exactement des partenariats, c'est des gens qui construisent sur leur blockchain. Donc c'est-à-dire que c'est quand même un système intéressant, un écosystème qui évolue. Et ils ont une communication avec la communauté qui est assez régulière. Ils ont un Twitter où ils postent souvent des choses, et ils ont une chaîne YouTube avec, je crois, autour de 16 000 abonnés. Donc écoutez, c'est toujours ça de prix. Au niveau du coup de la technologie et du coup des produits, on va d'abord parler du consensus. Donc ils ont évidemment une blockchain layer 1. Je dis évidemment, c'est pas une évidence, mais c'est ce qu'ils ont fait, qui fonctionne en Delegated Proof of Stake. Donc Delegated Proof of Stake, disons qu'il y a en fait en tout 36 validateurs. Parmi ces 36 validateurs, il y en a 24 qui vont être élus pendant une période donnée pour faire fonctionner la blockchain, pour valider les transactions. Donc c'est plutôt centralisé. L'argument, c'est qu'en général, ça permet d'être plus efficace. Mais voilà, on a cette thématique de centralisation qui peut déplaire. Notez que ça a d'abord été développé sur Ethereum, et plus tard, ils ont développé leur propre blockchain, mais ils sont toujours EVM compatibles, donc c'est quand même un bon point. Au niveau du coup des services disponibles, donc il y a IOPay par exemple, qui est un portefeuille décentralisé multi-chain, donc sur leur blockchain à eux. IOTUB, qui est un bridge, donc un bridge, ça permet en fait de convertir des cryptos, et donc là ça permet d'échanger entre différentes blockchains. Et il y a, comme je le disais, plus de 187 projets au moment où je fais la vidéo, dont par exemple des DEX, des projets spécifiques pour les NFT, pour les play to earn, et bien d'autres choses. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur leur site. En tout cas, ils sont en train de créer leur écosystème, et c'est plutôt cool. Au niveau des produits, comme j'ai dit, il n'y a pas que des services, il y a aussi des produits, et ça c'est assez intéressant parce que la plupart des projets n'en ont pas, donc c'est au moins un point différenciant. Ils ont développé un truc qui s'appelle UCAM, et donc qui est en fait une caméra de sécurité connectée, et donc elle est connectée à la blockchain IoTeX. L'idée, c'est que l'utilisateur, en théorie, il est le seul à pouvoir détenir la clé privée de la caméra, et donc c'est lui qui gère comment elle est utilisée, comment elle fonctionne, et surtout qui a accès
à sa sécurité, à son réseau. Et a priori, personne d'autre n'est censé y avoir accès vu que ça fonctionne via une clé privée, comme quand vous gardez des cryptos par exemple sur une ledger. Donc ça, c'est quand même un point qui peut être intéressant. Le second produit qu'ils proposent sur leur site, c'est Pebble, qui est un capteur et qui va vérifier en fait un certain nombre de données dans le monde réel. Ça peut gérer par exemple la localisation, la température, la luminosité autour de lui. À quoi ça peut servir? Eh ben, ça peut par exemple permettre de repérer où se trouve un colis dans une zone de livraison par exemple, ou dans un entrepôt, ou justement un colis qu'on aurait perdu, on pourrait le traquer. Alors oui, on peut faire ça déjà dans le monde classique, dans le monde Web 2, hein, je suis tout à fait d'accord. L'idée c'est que là on ajoute la donnée blockchain pour, entre guillemets, plus sécuriser la chose, c'est-à-dire que les gens qui ont accès sont ceux qui ont les clés privées, donc c'est moins falsifiable, moins modifiable, donc c'est un point qui peut servir, et il y a l'aspect transparence du fonctionnement des données sur la blockchain. Donc je suppose que ça peut servir. À titre personnel, j'en aurais pas l'utilité, mais on peut imaginer des cas d'usage, et en tout cas ils vendent ça, donc c'est quand même sympa. Notons qu'ils ont, selon leur site, vendu 17 700 objets depuis le lancement, donc c'est pas ridicule, j'ai envie de dire, pourquoi pas, en tout cas, ça a le mérite d'exister, donc on peut le mentionner. Un point quand même sur l'IoT et la faiblesse que ça peut amener, c'est au niveau surtout de la sécurité. Là, on n'arrête pas de dire oui, les clés privées permettent un accès, et effectivement, c'est important parce que quand vous avez en fait des objets connectés, ils sont souvent très mal sécurisés. Par exemple, j'en sais rien, les colliers pour chiens connectés sont souvent très mal sécurisés, et il y a beaucoup d'histoires en fait de personnes qui se sont fait hack des données importantes parce que justement les hackers sont passés par des objets connectés qui étaient connectés au reste du réseau mais qui étaient eux très peu sécurisés. Donc ça peut être un point intéressant si c'est une thématique qui vous intéresse ou dans les utilités que vous avez vous, soit en tant que personne privée, soit en tant que personne qui a une entreprise. Donc c'est pas complètement idiot. La question que je me pose, c'est est-ce que vraiment on est tout à fait certain de la sécurisation des réseaux blockchain? C'est-à-dire que là, on base tout sur le fait que la blockchain va être beaucoup plus sécurisée que le reste. Alors au niveau des clés privées, je veux bien croire qu'effectivement il y a quelque chose, mais je me pose quand même la question de manière générale. C'est une question ouverte, vous pouvez y répondre à tout moment en commentaire. Votre avis m'intéresse. On va maintenant passer à la partie tokenomique. Donc là, c'est quand même intéressant parce que c'est ça qu'on achète. Et tout de suite, en haut à droite, ce qu'on voit, c'est que 94% des tokens ont été émis, en tout cas selon CoinMarketCap. Donc ça, c'est un très très bon point parce que ça veut dire qu'on a très peu de pression à la vente parce qu'on va avoir très peu de risque de dilution. Donc ça, c'est un très bon point. Notez que l'émission va jusqu'en 2025. Donc les 6% qui restent, jusqu'à décembre 2025, donc les 6% qui restent, il y en a encore pour presque 3 ans d'émission. Donc c'est vraiment vraiment tranquille de ce côté-là. Ça va être 2% par an. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Au niveau de la répartition initiale, donc on voit que la fondation, le projet, ont gardé presque 60% des tokens, donc c'est quand même assez centralisé. Les airdrops, c'est 20%, et les investisseurs, autour de 24%. Donc vous voyez que, en tout cas de base, les tokens étaient très très orientés fondation projet. Maintenant, ça va peut-être un peu évoluer parce qu'on est quand même plusieurs années après. Notons tout de même dans les grosses adresses qu'il y en a une qui possède 2 milliards de tokens hein, sur les 10 milliards dispo. Ça fait beaucoup, parce que ça fait quand même 20%, mais à part cette adresse-là, et notons qu'il y a encore des tokens à émettre, donc c'est peut-être celle-ci, à part cette adresse-là, c'est globalement très très bien réparti, même Binance n'a pas tant de tokens que ça, j'ai rien vu de très choquant de ce côté-là. Donc au final, ça me semble être correct, ça me semble être acceptable, en tout cas au niveau des informations que j'ai trouvées. Vraiment, je pense qu'au niveau de la répartition, on n'est pas trop trop mal. Le token, notez qu'il sert à l'accès de manière générale, donc que ce soit aux applications, aux services. Vous voyez, pour pouvoir accès en fait à ce qui est proposé, il faut du token. Il y a tout l'écosystème, hein, comme j'ai dit, il y a plus de 187 applications qui sont développées sur la blockchain. Il faut du token pour accéder dessus, faire des échanges, faire des transactions, etc. Et il y a un service de stacking, comme je l'ai mentionné, qui existe depuis 2020. Il y a un point à noter qui est une spécificité en fait de ce projet-là. Ils ont fait un burn to certify. Donc je vous ai mis le petit texte là, et le point qui est assez notable, c'est qu'en fait, quand on entre sur cette blockchain, il va y avoir une espèce d'identité en ligne sur la blockchain qui est associée en fait à notre personne, à notre adresse, et dans certains cas, quand il y a certaines transactions, les personnes qui vendent en fait des services ou des objets vont devoir burn une partie de la quantité de tokens qu'ils ont.
donc c'est tout petit, mais en fait ça entraîne un effet déflationniste sur le service. Donc je vous laisse lire le texte si vous voulez plus de détails, mais en gros, il y a une mécanique lors de certains échanges de burn tout simplement. Donc c'est plutôt bien parce que ça permet d'avoir une supply qui va être déflationniste à long terme, et plus la blockchain sera utilisée, et plus le burn sera conséquent, donc c'est tant mieux pour les investisseurs. Donc voilà globalement les infos sur la tokenomique. On va passer maintenant du coup aux forces aux faiblesses et à ma conclusion. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que déjà, effectivement, l'IoT, je pense que c'est un marché avec un certain potentiel, et si c'est un narratif qu'on aime bien, hein, parce qu'on n'est pas certain, mais si c'est un narratif qu'on aime bien, si le monde tout connecté nous plaît, il y a effectivement peut-être de la place pour ce genre d'acteur, notons qu'il est quand même dans le top 150, qu'il existe depuis longtemps, qu'il a une supply, donc c'est quand même une supply max, comme j'ai dit, pour les aspects économiques. Il y a le burn, il y a un token quand même plutôt utile, il y a déjà des produits, donc c'est quand même pas mal. Le potentiel est plutôt correct, hein, je trouve. Comme je l'ai dit, donc au niveau du fondamental, je suis plutôt favorable. Au niveau de la tokenomique, j'ai rien vu de choquant. Globalement, il y a une adresse avec 20% de la supply, ça faut faire attention. Il y a, comme on l'a vu, beaucoup de tokens qui ont été répartis initialement au niveau de la fondation, de l'équipe, donc ça, faut faire quand même un peu attention, mais ça a l'air d'aller, et il n'y a pas d'éléments majeurs problématiques à ma connaissance. Par contre, et on ira voir ça graphiquement, il n'a pas trop réagi à la hausse du mois de janvier, et je trouve ça un peu bizarre. Donc au niveau du fonda, pourquoi pas, mais le fait qu'en fait il réagisse pas du tout, enfin très peu en janvier, on va aller voir ça ensemble, je dirais pas que c'est inquiétant, mais ça m'incite pas forcément à l'achat. Bref, on va voir ça de suite, du coup. Donc déjà, la charte en vue weekly, et depuis le plus longtemps possible, on voit que le point le plus bas c'était ici, donc en avril 2020, 3 zéros après la virgule 46 du coup, et le point le plus haut est durant du coup le début d'hiver, ouais, 15 novembre 2021 bien sûr, on était à 0,26, donc c'est un x10 par rapport aux valeurs qu'on a actuellement. Sinon, on est en tendance baissière depuis, comme vous voyez, toujours tendance baissière. Et en fait, on est encore dedans, en fait. Vous voyez que le plus haut qu'on a fait ici en février, donc le 6 février, est plus bas que celui du 7 novembre, du 31 octobre, pardon. Donc le dernier plus haut qu'on avait eu, qui était déjà un plus bas. Donc toujours en tendance baissière sur ce token-là, il n'y a absolument pas de doute, avec des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas également. Je vous ai noté 3 zones du coup. Celle dans laquelle on bute depuis qu'on est entré dedans en juin 2022. Donc là, autour de 0,34 et 0,37. Et celle-ci dans laquelle on est en train de retomber, autour de 0,28, 0,25, 0,26. Et après, il y a les plus bas de novembre, tout simplement, même de décembre, autour de 0,20, 0,20, 0,22. Donc, ce qu'on voit, c'est quoi? On voit c'est que c'est ça, en fait, la hausse. La hausse, vous voyez, la hausse est faible. On va regarder le pourcentage. La hausse, c'est 50%. Allez, alors en vrai, c'est presque un x2 quand même, de tout en bas à tout en haut. Mais pour l'essentiel des gens qui ont acheté là et qui ont revendu dans cette zone-là, ce qui paraît logique, c'est de l'ordre de 50-60%, donc c'est quand même relativement faible par rapport à d'autres valeurs. Alors c'est pas une valeur IA, donc effectivement il n'a pas profité de la hype de l'IA, mais c'est quand même assez proche, l'IoT, et il y a pourtant des projets qui en ont un peu profité, donc je suis un peu surpris par ça. J'ai pas vu de raison particulière à ce que ça ne décolle pas. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les partager. Je pense que le projet a quand même le potentiel de refaire des belles hausses, mais au vu de sa faible réaction là, au niveau des zones graphiques que je vous ai montrées, personnellement j'attendrai un gros repli avant de potentiellement entrer dessus, et je vous en informerai. Donc avant de fermer la vidéo complètement, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde quand même quelques indicateurs. Par exemple le RSI, on voit qu'en weekly, on n'est pas du tout allé ni en survente ni en surachat, on est sur une espèce de statu quo en fait. Donc je pense que c'est un token qui intéresse pas énormément de monde, en tout cas pas en ce moment. Ce qui peut être un signal intéressant pour acheter, mais il faut quand même bien se renseigner, parce qu'un token qui n'intéresse pas, c'est un token sur lequel il se passe rien, donc il faut faire attention. On voit qu'on a des volumes qui sont quand même plutôt bas. Plutôt bas, ouais, plutôt bas et plutôt constant en fait depuis. Alors là on est depuis novembre 2021, ouais, ça fait un an et quelques. Voilà, vous voyez, il y a quand même peu d'activité. Bon, c'est quand même ça la réalité de la chose.
Ça veut pas dire que ça va jamais redécoller, mais voilà, on est clairement pas dans la hype du moment avec ce token-là. Ce qui peut être bien s'il y a une hype plus tard, mais pour le moment, c'est pas hyper engageant. On va aller regarder juste les moyennes mobiles en daily, parce que ça donne quand même une bonne idée. Je pense qu'on devrait être sur quelque chose d'assez plat, du fait en fait de la faible activité. On va enlever les graphiques. Et ouais. Alors on voit que la 20 jours, la moyenne mobile 20 jours n'a pas encore rattrapé la moyenne mobile 200 jours. On n'a pas réinversé la tendance. Vous voyez, c'est vraiment, ça confirme en fait ce qu'on disait sur l'analyse weekly. On est toujours en tendance baissière. Donc vu qu'on est en tendance baissière, j'aurais tendance à aller attendre des points plus bas avant de racheter. Donc voilà, c'est mon opinion. Je m'y intéresserai peut-être, je vais le mettre de côté et surveiller ça de temps en temps. Donc merci de m'avoir proposé ce projet, c'était quand même intéressant de l'étudier. Il y a peu de projets qui proposent déjà des produits en fait. Donc écoutez, voilà, c'était IoTeX. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à la prochaine.